Clermont a été assassiné là. Il ne passerait pas. Il n'y aurait pas d'Allemand qui franchirait cette ligne-là. Le château est ce qu'il est maintenant, quoi. Il n'en reste rien. Vous avez tous entendu parler de maisons hantées, lieux chargés par des esprits, plus communément appelés fantômes. Beaucoup d'entre vous ont déjà été témoins de phénomènes inexplicables. Certains lieux sont particulièrement imprégnés de présence. Plus l'endroit est ancien, plus il semble logique qu'il conserve une âme. Un panel d'émotions que l'on appelle dans le milieu géobiologique et ésotérique la mémoire des murs. Chaque maison s'imprègne du vécu de ses habitants. Chaque objet de son propriétaire. Que ce soit des joies ou des peines, des événements marquants comme des accidents, meurtres, suicides, peurs se fixent plus particulièrement. C'est pour cette raison que le château du Petit Spey, pris d'assaut par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, nous a paru des plus intéressants. Nous nous sommes dirigés vers Stavelot en Belgique, ville célèbre pour son folklore et ses blancs moussis. Pour ensuite rejoindre le village de Wanne, un petit coin des rives de l'Amblève près de Trois-Ponts. Après avoir traversé le pont, nous arrivons devant une maison abandonnée, une étable et quelques annexes. Les derniers occupants ont dû y vivre dans les années 90, vu le tapis mural, quelques livres scolaires, des photos, clichés radiologiques laissés sur place. Une sensation étrange. Imaginez des personnes parties en laissant leur mobilier et de nombreux souvenirs sur le lieu. Par le passé, les exploitants de la ferme ont été assassinés par les soldats allemands en 1944. En quittant le lieu, nous marchons une centaine de mètres pour découvrir ce qui reste du château. La nature a repris ses droits. Il est difficile d'imaginer que cette demeure en ruine fut un somptueux domaine. En effet, au départ, il s'agissait d'une exploitation agricole importante appartenant à une famille seigneuriale, les de Waha. Le château sera finalement détruit par les autorités françaises. Nous sommes au début du 19e siècle, époque où les mœurs sont strictes. Marie-Joseph Géoris est à l'aube de ses 20 ans. Elle aura une histoire digne de Cendrillon. À la veille de son mariage, elle s'enfuira avec un homme fortuné de nationalité anglaise. Elle sera surnommée la Belle Anglaise. Et cette Madame Joris, une femme qui allait se marier, une jeune femme de 22 ans, qui allait se marier avec un douanier ou un frontalier en tout cas, et qui du jour au lendemain fait volte-face et s'éprend de cet Anglais dans son carrosse
va courir les casinos de toute la région, hein, toute proportion gardée. On n'est pas à Nice ni à Monaco. Mais, et puis un jour, il allait sans plan, après avoir reconstruit une partie du château, l'avoir doté d'une rente de 12 000 francs or à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pour un petit village comme ça, avoir une espèce d'illuminé qui sort et qui vit grand train, qui va de Bruxelles à Paris, etc. C'est fabuleux. Et qui finit par mourir comme ça et être enterré dans un petit village perdu. Alors que c'est pas ce qu'est devenu le monsieur en question. Elle obtiendra de nombreux biens alors qu'elle est issue d'une famille modeste. Son amant anglais la délaissera et elle épousera un entrepreneur bruxellois, Théodore Lefebvre. Ils reviennent ensemble sur les terres de Petit-Spey et font construire une magnifique villa à l'emplacement du château. Au décès de Marie-Joseph, son époux hérite des biens et vend la propriété en 1907 à M. Demeure, un ingénieur civil. Il décide de la démolition complète du lieu pour en reconstruire un neuf avec en prime un bâtiment agricole. Le château resta inoccupé un long moment jusqu'en 1932. Et à ce moment-là, il y a une communauté religieuse sortie de religieuses françaises pour la plupart, qui vient s'installer, qui, à la requête ou avec l'accord ou à la demande de la famille Van Zeulen, vient s'installer au château et faire une communauté religieuse. Là. Et c'était une communauté qui dépendait au point de vue religieux de l'abbaye de Clairvaux. Ces religieuses faisaient partie d'un ordre très sévère. Seules 2 d'entre elles avaient l'autorisation de sortir pour aller faire leurs courses. Mais chose surprenante, ces emplettes se faisaient en limousine. Les autres religieuses restaient enfermées et ne pouvaient prendre l'air que dans le parc du château. Tant et si bien que, dans les années 38 à peu près, la supérieure de l'ordre de Petit-Spey s'envole avec le prince abbé de Clairvaux et la caisse des 2 communautés pour s'installer dans le milieu de la France, laissant les sœurs en plan, et elles vont aller, elles, fonder, je ne sais pas d'où elles tiraient leur fonds, mais reprendre un monastère à la région de Saint-Hubert, sur la hauteur de Saint-Hubert. On voit la photo d'ailleurs dans le livre. 1940, la guerre fait rage dans la région. Et à Trois-Ponts, les SS démontrent toute leur barbarie après un incident dont M. de Halleux nous parle. Donc les Allemands sont arrivés brusquement, hein. Ils venaient de Stavelot, qui était ici à Stavelot. Arrivés à Stavelot, ils sont allés vers Trois-Ponts. Le pont de Stavelot n'avait pas sauté. Méprise américaine. Ils se sont engagés rapidement et à l'entrée de Trois-Ponts, il y avait un canon américain qui a démoli le premier véhicule. Ils sont entrés dans une rage folle. Ils sont alors pénétrés Trois-Ponts. Et toutes les maisons, quand vous sortez de ce viaduc là, de chemin de fer, pratiquement tout le monde a été assassiné là, qui figure sur la plaque mémoriale, dont un enfant qui a tenté de s'échapper et qui a été abattu alors qu'il traversait l'Amblève en sauvant. La demeure du Petit-Spey devient en 1940 l'AEP, l'aide aux enfants de prisonniers. Elle accueille 42 enfants et quelques monitrices, dont Marguerite Jacobs, la responsable. Les enfants y vivaient heureux malgré les circonstances dramatiques de l'époque, jusqu'à la nuit du 18 décembre 1944, où ils se retrouvent au cœur de terribles combats entre les Américains et les Allemands. Le lieu sera occupé par les SS jusqu'à leur miraculeuse évacuation. Les enfants auront vécu 12 jours cachés dans les caves, dans un froid glacial, mourant de faim, avec pour compagnie les soldats allemands qui avaient, soit dit en passant, assassiné l'aumônier aux alentours de la demeure. Les enfants n'en sauront heureusement jamais rien. Malgré les explosions, la cave est restée intacte, aucun blessé, avec pourtant une multitude de cadavres de soldats ensevelis sous la neige près du château. Monsieur de Halleux nous en parle. Donc Madame Jacobs, la responsable, est allée contacter un officier allemand à Wann apparemment. Elle était polyglotte, elle parlait l'allemand, le flamand, l'anglais, le français. Elle a trouvé, obtenu en pleine offensive, c'est presque miraculeux entre guillemets, hein,
mais obtenir deux véhicules, alors que les Allemands étaient déjà en grosse difficulté à ce moment-là, et transporter ces enfants. Et voyez la ligne, les Américains étaient restés sur le front. De l'autre côté de l'Amblaise, à 3 ponts, les Allemands n'y ont jamais pénétré, hein, et toute cette route-là, c'était la décision des Américains qui ne franchirait pas une ligne qui allait ici pratiquement de Elsenborn jusqu'à Marche. Hein, il ne passerait pas. Il n'y aurait pas d'Allemands qui franchiraient cette ligne-là. Et donc, de l'autre côté, il y avait les Allemands où vous alliez jusque Loufalise, etc. Tout s'est occupé par le front allemand. Et aller traverser sur la crête, sur la ligne de feu, vraiment, avec 2 camions et 40 enfants dans des camions, je ne sais pas si... Et une chèvre en plus. Ils voulaient sauver la chèvre, qui est partie avec eux, la bique, qui est partie avec eux jusqu'à Farnières. Et ramener ces enfants en totalité comme ça, vivants et non égratignés, je trouve ça fabuleux, moi, fabuleux. Avoir l'énergie d'une responsable de colonie de vacances qui, voyant malgré tout mais se disant de quoi allons-nous vivre, de quoi allons-nous manger, qu'est-ce que nous risquons, hein, ils n'ont su qu'après que l'aumônier avait été assassiné, le cultivateur aussi, mais... si elle avait appris ça, c'était encore été plus terrible sa démarche. Hein. Et puis, à la fin de la guerre, le château ne s'en remettra pas. Et le château est ce qu'il est maintenant, quoi. Il n'en reste rien. Les gens de la région qui devaient reconstruire toute la région sont emparés des belles pierres de la construction. Hein, on a eu des charrois vraisemblables de pierres qui ont reconstruit Ouanel et 3 ponts, etc. Il y avait énormément de dégâts dans la région. Encore aujourd'hui, même s'il est en état avancé de délabrement, il est toujours bien présent dans le paysage. C'est ainsi que des lieux sont appelés à résister à tout au fil du temps. Demeure où se mélangent plusieurs sensations. À l'étage, beaucoup de joie, de jeu, de danse, de ronde, avec un aspect beaucoup plus féminin. Sans aucun doute, des personnes très positives et joyeuses ont-elles empreint le lieu. Sentiment qui prend le dessus sous l'aspect oppressant ressenti dans le sous-sol où des enfants ont vécu les drames de la guerre. Malgré ces nombreuses destructions et reconstructions, incendies, bombardements et assauts, le lieu est envahi d'une énergie positive qui semble avoir pour but de protéger en apportant soit une aide financière, soit en sauvant la vie de nombreux occupants qui s'y sont succédés. Au fil du temps, ce lieu a offert son lot de petits et grands miracles. Un passif étonnant et intrigant que celui du petit château de Spey. Je terminerai par une citation de Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. « Rien ne caractérise mieux un miracle que l'impossibilité d'en expliquer les faits par les causes naturelles. »